Salut, c'est Magna Magister, à nouveau pour la revue de la Game Warhammer jusqu'à la quatrième édition. Donc là, aujourd'hui, on verra également la troisième et la quatrième édition dans cette vidéo. Donc je vous ai déjà décrit l'univers. Voilà, on a donc toujours affaire dans ces éditions suivantes au même univers. C'est-à-dire un univers baroque sombre, voilà, où on est vraiment à la fin du Moyen Âge, au tout début de la Renaissance en termes, on va dire, technologiques, même si on est encore vraiment dans le Moyen Âge sur pas mal d'aspects, on va dire, sociaux, politiques. On est quand même, on va dire, dans cette tendance dans Warhammer, un peu, on va dire, entre une certaine forme de modernité et une certaine forme, on va dire, d'archaïsme, d'une certaine manière, et toujours ces thématiques, on va dire, autour de la corruption de l'humain, de la corruption du corps, la corruption de l'esprit. On est vraiment toujours dans cette optique-là, et pour ça, on a eu, on va dire, après une deuxième édition qui était vraiment extrêmement bien fichue, une édition extrêmement décriée. Je veux parler de la troisième édition. Donc voici le guide du joueur. Alors la troisième édition, donc 2011, d'après ce que je vois, euh, c'est une édition un peu particulière, puisque à cette époque, donc FFG, Fantasy Flight Game, parvient à avoir la licence de Warhammer pour faire des jeux de plateau, mais également des jeux de rôle. Et donc, ils ne manquent pas leur coup et vont donner en fait leur savoir-faire, parce que c'est un vrai savoir-faire en termes de créateurs de jeux de plateau, pour faire un jeu de rôle, et ça va se ressentir. Et donc avec tout le bien et tout le mal malheureusement que ça va engendrer, on a affaire vraiment à un jeu de rôle extrêmement dense, riche, complet, mais qui tient énormément des mécaniques du jeu de plateau et qui demande en fait, et c'est ça son plus gros écueil, je pense, même si voilà, certains diront qu'il y en a d'autres. Le premier étant une gestion, comment dire, de matériel pléthorique. Il y en a partout. C'est abominable cette troisième édition à ce niveau-là. Je l'ai testé, donc je l'ai testé, c'était en 2000, 2017. Donc comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai fait jouer le début de la campagne impériale. Donc on a terminé le premier tome sur les quatre. Et on a commencé le deuxième, où donc je leur ai fait un épisode à Marienburg, qui était une sorte d'épisode intermédiaire qui devait enchaîner donc sur Mort sur le Reich. Et donc j'ai fait le pari de tester cette mouture qui pour moi avait quand même énormément de, on va dire, d'intérêt, d'attrait, même si donc il fallait énormément de matériel, hein, à savoir quand même que il fallait énormément de dés évidemment puisque c'est des dés propriétaires, je vais y venir, donc des dés particuliers. Le système en fait est l'ancêtre du système aujourd'hui utilisé pour toute la gamme Star Wars, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle donc c'est bordure, comment il s'appelle déjà, c'est il me faut mon anti-sèche parce que donc c'est Edge of the Empire, en français je sais plus comment il s'appelle parce que moi je les ai achetés en VO à l'époque, donc celui également sur voilà Age of the Empire, Age of Rebellion et Force and Destiny. Voilà, c'était le temps que ça me revienne, que moi je connais en VO, qui est un excellent système. Vraiment, il est très intéressant. On titille déjà, on va dire, l'aspect un peu narratif de la chose, parce que c'est un système qui permet évidemment un traitement de les actions beaucoup plus riche qu'un simple jet de dés à pourcentage qui dit t'as réussi, t'as raté. On est dans quelque chose de beaucoup plus fin, mais voilà, on rajoute énormément de paramètres, énormément de matériel, qui certes c'est bien fait, hein, c'est bien fichu, mais c'est en termes, on va dire, pragmatiquement parlant, donc sur une table de jeu, une table de joueurs, c'est complètement, mais complètement ingérable. Bref, une édition malgré tout que j'ai eu plaisir à maîtriser, les joueurs aussi, hein, mais qui, voilà, certains ne s'y sont jamais attelés, et pour cause. Déjà donc à cause de ce système et de ce matériel à gérer qui pour le MJ c'est infernal pour les joueurs, ça l'est tout autant, surtout à une table de jeu où après on va avoir à manger, que ce soit du sucré, du salé, etc., à manipuler du matériel, donc ça va être une véritable horreur, moi qui suis assez
voilà, assez avare de ce genre de choses, qui respecte beaucoup le matériel de jeu, ça va être complètement ingérable. Et donc, nécessité d'avoir suffisamment de dés, et donc ça, évidemment, c'est un coût. Et l'édition de Warhammer pour jouer, voilà, le guide du joueur, il n'est pas suffisant. Avec ça, vous ne pouvez pas commencer. Il va falloir malgré tout que vous ayez au moins le compagnon du joueur, et également le compagnon du maître du jeu, qui heureusement dans la boîte, il y a comment dire les fameux dés. Voilà, les dés de couleur que je vous montre là. Je vais pas faire le détail. C'est une édition qui mérite quand même qu'on en parle, mais qui, on va dire, c'est quand même ses gros écueils. Donc en dehors du livre du maître du jeu, du joueur, où donc tout couleur, on a la description du système de jeu, la création de personnages, le système, on va dire, de manière de base, on va dire de lancer de dés, et la description, on va dire, donc de tout, de l'Empire, parce qu'on joue au départ dans l'Empire, et on joue au départ dans le système de base. Alors, on peut jouer des humains, des hobbits, mais on peut jouer aussi des nains et des elfes, même si dans cette version-là, je trouve que c'est extrêmement déséquilibré par le matériel qu'il leur est donné. Parce que l'elfe il commence avec une super épée cheatée, voilà, d'elfe, et le nain il commence lui avec son armure en Gromgrill. Je vous la montrerai d'ailleurs, ça fait vraiment partie de son truc de base, voilà, avec la description des carrières. Donc on a toujours quand même ce système de carrière. Et on a la description de toutes les actions en fait, donc qui sont sous forme de cartes, comme ceci. Je vous montrerai les cartes juste après. Et les sorts, évidemment, sont décrits aussi sous forme d'actions, en fait. Donc, en fait, chaque personnage, d'une certaine manière, a des actions spécifiques à sa carrière qui vont être représentées par une carte. Alors, à la fois, c'est très, très intéressant parce qu'on peut donner les cartes aux joueurs. Ils ont donc tous des actions de base qui sont, voilà, attaque au corps à corps, esquive. Faudrait que je revoie un peu quels étaient les... Mais ça, je vais le revoir voilà, quand je vais vous montrer, on va dire, le matériel. Et tout est géré en fait par ces actions de cartes où donc sur la carte on vous dit le nombre de dés à lancer, la difficulté pour faire l'action, etc. Tout est bien résumé, c'est extrêmement intéressant, hein, c'est bien fichu. Le seul problème c'est que voilà, il faut suffisamment de cartes pour tout le monde, il faut suffisamment de matériel de base pour chaque joueur, donc des dés. Alors moi je sais que j'avais fait à l'époque vraiment une sorte de saladier à dés pour que les joueurs puissent piocher dedans. Et j'avais ma propre réserve de dés personnelle. J'avais eu la chance de bénéficier en fait d'un déstockage c'était donc à l'époque sur Ludic Bazar, où donc j'avais pu acheter plusieurs boîtes du maître du jeu où dedans il y a les dés, plus les jetons on va dire à usage du maître du jeu pour les monstres, la folie, la corruption par la magie, etc. Il y avait tout, et plusieurs également boîtes donc du compagnon du joueur. Où donc là il y a les fiches et les cartes en fait pour justement de base pour à destination du joueur, en plus de plein d'autres matériels utiles. Mais la boîte la plus utile c'était le compagnon du maître du jeu. Et il y avait également aussi une boîte sur les créatures. Donc là c'est en fait on a un tome de base là pour on va dire expliquer le système, créer le personnage. On a le bouquin du MJ, voilà. Qui est quand même, on va dire, voilà, le bouquin du joueur est le plus, on va dire, pertinent et le plus, on va dire, impossible à, on va dire, à éviter. Et là, il y a toute la description en fait du BG qui est dedans, avec également tout ce que ça implique vous voyez, là par exemple, aide au maître du jeu à évaluer les jets de dés. Ah bah oui, c'était un peu, on va dire, voilà, il y avait quand même pas mal de choses. Donc, il fallait acheter le bouquin du joueur, le bouquin du MJ, il y avait le bouquin des créatures, en plus là je l'ai en anglais, et donc, minimum, acheter au moins une boîte du compagnon du joueur, une boîte du compagnon du MJ. La note était quand même assez salée à l'entrée, comme je vous dis, moi heureusement que j'ai réussi à les trouver en déstockage, parce que sinon, voilà, la gamme, et surtout il y a des suppléments qui n'ont jamais été traduits, qui étaient pourtant extrêmement intéressants, donc c'était des boîtes, donc les voici, je vais vous les présenter également dans un instant, qui en fait reprenaient chaque pan du jeu, donc il y a une boîte pour les miracles, les prêtres, une boîte pour les magiciens,
Et le reste après, donc il y avait donc cette boîte-ci avec l'écran de jeu qui est quand même très très beau, hein, avec le matériel, du matériel supplémentaire pour le MJ, et une campagne, donc qui était The Gathering Storm. Je crois qu'elle est sortie en français, hein. Mais moi je l'ai acheté à l'époque en anglais. Il n'y a que les ventes magiques que j'ai réussi à trouver en français. Voilà. Et donc il y avait une version de base qui valait 150 euros, je crois, à l'époque, où c'était vraiment une grosse boîte où il y avait tout le matériel de base. Mais le ticket d'entrée était vraiment trop cher. Et c'est vrai que ça fait que le jeu n'a vraiment pas du tout, mais alors du tout fonctionné à cause de ça. Parce que déjà il était trop cher, en plus d'être, on va dire, ingérable à une table de jeu. Donc, vous avez un système qui est fondé sur des dés spéciaux. Donc, voilà, ça c'est le dé de base, c'est le dé vert qui est le dé dit de caractéristique, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un dé à 10 faces avec des symboles. Donc on a le symbole, on va dire, du marteau de Sigmar dessus. Et ça, en fait, il y a le symbole aussi du petit sablier qui indique le symbole de retard. Le symbole de l'aigle, normalement, c'est un avantage, si mes souvenirs sont bons. Voilà, la traduction des dés, vous voyez, ça commence à dater. Même moi qui ai joué depuis, donc ça fait 4 ans, j'ai plus un souvenir, on va dire, exact de tout ce qui... Voilà, donc je vais prendre mon anti-sèche, hein, je vais faire comme... voilà, je vais tricher. Donc, oui, c'est un symbole de bienfait, dit de bienfait. Donc, on va jeter en fait autant de dés que sa caractéristique. Donc, c'est les... Non, c'est les dés bleus. Voilà. Vous voyez, je commence déjà à me tromper. Donc, les dés qui sont censés en fait représenter vos caractéristiques, c'est les dés bleus. Donc, avec un set de dés de base, déjà, vous pouvez avoir vos caractéristiques qui vont jusqu'au 4. Donc, un set de dés, c'est pas suffisant. Évidemment, donc ça vous oblige à acheter des packs de dés supplémentaires, comme ceci. Voilà. Donc, techniquement, vous jetez autant de dés que votre... donc, ce sont des dés 8 qui, pour, on va dire, avoir des succès. Donc, voilà, vous avez des phases vierges qui vous donnent aucun succès, des phases qui vous donnent uniquement des bienfaits. Donc, c'est les avantages, désavantages, en fait, sur vos actions. Il faut évidemment avoir des succès pour que ça fonctionne. Si vous avez une compétence, vous allez remplacer par des dés verts. C'est un peu justement comme dans Star Wars, qui eux sont des D10 qui sont évidemment plus intéressants et qui vous donnent plus de succès. Et la difficulté de l'action va être représentée par des dés violets, qui sont des dés donc de défi. Et donc ça représente la difficulté. Et donc si vous avez un symbole comme ça avec les petites épées, c'est un symbole de conflit en fait qui vous donne en fait qui vous supprime des succès. Voilà. Donc la difficulté de l'action, c'est souvent 1 dé et ça va jusqu'à 4 dés généralement de défi. Ensuite, après, vous avez les dés, comment dire, de fortune et d'infortune. Donc c'est des noirs et des blancs. Donc ça, c'est si vous avez, on va dire, des circonstances favorables ou défavorables. Donc si vous tirez évidemment comment dire, crâne ou plusieurs crânes sur votre dé, même si vous avez réussi, vous allez réussir votre action, mais il va y avoir une conséquence. Si par contre vous avez des bienfaits, donc le symbole de l'aigle impérial, eh ben, ça va vous donner un avantage. Même si vous avez raté votre action, vous allez peut-être avoir un avantage pour l'action suivante. Et ensuite, vous avez l'attitude qui est définie également par rapport en fait votre personnage, la manière dont il va justement gérer, comment dire, son action. Et là, je vois que je me suis trompé de dés en fait. Justement, il y a les dés en fait de prudence et les dés de témérité. Oui, c'est les dés jaunes pour. Alors, c'est les dés jaunes pour les caractéristiques. Ça y est, je vais y arriver. Oh là là, purée, c'est terrible. Et donc, les dés bleus pour qui symbolisent l'expertise au niveau des compétences. Voilà. Et donc, les dés rouges et les dés verts qui représentent en fait votre attitude. C'est soit vous êtes prudent et donc vous allez avoir des dés verts qui vont indiquer que vous faites votre action de manière prudente, mais bon, voilà, vous allez avoir des symboles de sablier qui indiquent que votre action, vous allez la faire, mais vous allez la faire avec du retard. Là où, si vous utilisez, on va dire que vous êtes plus téméraire, ça c'est vraiment fonction de votre carrière aussi. Hein. Il y a des carrières où on est plus prudent, des carrières où on est censé être plus téméraire. Et donc là, vous allez avoir des symboles qui vont avec des crasses, donc voilà, des fléaux, et des symboles avec la petite goutte de sang qui là représente
en fait le fait que vous allez tellement vous impliquer dans votre action que vous allez vous fatiguer. Donc c'est le symbole d'effort. Voilà. Et donc les symboles spéciaux, donc il y a évidemment, alors sur le dé de difficulté, il y a on va dire le symbole de l'étoile du chaos, qui symbolise évidemment une sorte d'échec critique entre guillemets. Donc même si on va dire vous réussissez votre action, il peut y avoir une conséquence extrêmement néfaste qui est représentée par cela. Et sinon, il y a le dé avec la comète de Sigmar, le dé jaune, qui lui représente en fait une sorte de succès critique. C'est-à-dire que si vous réussissez votre action et qu'en plus vous avez une comète de Sigmar, vous allez remplir un objectif particulier. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour on va dire des dés sans trop me tromper. Je m'excuse évidemment pour la confusion, mais ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas pratiqué le système. Mais en tout cas, c'est basé là-dessus. C'est vraiment, on va dire, des dés spécifiques où donc on doit lire les symboles quand on va acheter nos caractéristiques. On va modifier les dés en fonction évidemment de nos compétences, ce qui va nous donner évidemment plus de chances de faire plus de succès. Mais on a des dés évidemment qui vont donner des circonstances particulières, des dés donc de bonnes conditions, de fortune ou d'infortune si vous êtes dans des mauvaises conditions, et des dés qui vont représenter donc la difficulté de l'action. Voilà. Donc ça c'est pour le système de base, si je puis dire. Donc après, une fois que donc on a dit cela, eh ben, on n'a pas fait le tour. On a évidemment donc, comme je disais, des carrières qui vont vous indiquer évidemment. Voilà, ici vous avez en fait un petit schéma qui indique en fait votre attitude justement. Vous pouvez avoir donc l'attitude neutre, attitude très très téméraire ou très prudente. Donc c'est vous qui allez décider en fait votre attitude au début, on va dire, d'une scène d'action pour dire, bah voilà, du coup, je vais avoir des dés supplémentaires. Donc, voici les dés. Hein. Il y a au début comment dire, du livre, justement, la description de tout le matériel. Donc, les cartes actions de base, les aptitudes spéciales de carrière, les cartes d'état, parce que vous avez aussi des états. Il y a un paquet pour la maladie, la folie, les objets spéciaux, les lieux, parce que vous avez également les lieux qui vont donner des circonstances particulières. Les revers magiques si vous jetez de la magie, la carte de mutation si vous faites des échecs critiques en magie, les dés de spécialité, les cartes de talent, de blessure, les fiches de personnages. Donc voilà, je vais vous les montrer dans un instant à quoi ça ressemble cette bête. Et vous avez également un truc que moi je trouvais extrêmement intéressant, c'est la fiche de groupe. En fait, chaque groupe pouvait choisir dans le système de jeu une sorte d'archétype de groupe. Voilà, donc là par exemple, ils donnent en exemple le serviteur de la justice et ils ont une réserve de points de fortune qui est une réserve de groupe. Et ils peuvent avoir également des cartes qui sont liées, des cartes de tactique ou d'affinité qui sont liées évidemment à leur groupe. Voilà, avec une jauge évidemment ici. Donc la jauge en question, elle représente quoi déjà? J'ai plus souvenir. Ça c'est la réserve de fortune. Ça va me revenir peut-être. C'est la jauge de tension, voilà c'est ça. C'était décrit ici. Donc on peut faire évidemment évoluer la jauge de tension du groupe en fonction de la situation et ça va donner donc du coup des avantages, des désavantages dans certaines circonstances. Rajouter de la difficulté, rajouter on va dire peut-être des dés de mauvaise fortune, etc., etc. Donc on crée son personnage, on déterminait on va dire plein de choses, donc quelle était son origine. Donc on avait la possibilité dès le départ d'être Reiklander, nain, haut elfe, elfe sylvain. On avait évidemment donc la jauge d'attitude qu'on montait, hein, c'est des petites tuiles en fait qu'on assemblait sur la table. Que je vous dis, donc déjà tu avais la fiche de personnage, les dés, toutes les cartes de talent, d'action, plus la jauge de machin. Il n'y avait plus de place pour quoi que ce soit d'autre. C'est n'importe quoi. Mais bon, le système était quand même plutôt intéressant, malin, moi je trouve. Hein. Il y avait vraiment d'excellentes idées. Donc il y avait une piste d'initiative également qu'on pouvait assembler qui permettait d'avoir un tracking en fait de chacune des positions des joueurs. Vous voyez, il y a la manière dont justement ça se joue au niveau de l'init. Il y avait vraiment plein de choses, hein. C'était super intéressant, hein, mais le seul problème c'est que voilà, c'était impossible à gérer. Donc ça c'était décrit dans le livre de base, dans le guide du joueur. Des guides du joueur d'ailleurs j'en avais deux pour que tout le monde puisse en avoir un. Donc comme je vous avais dit, il y a le guide du maître du jeu qui donne des précisions sur l'univers, plein de précisions techniques, des aides comment dire
pour gérer la chose. Il y avait même un scénario, visiblement, d'après ce que je vois. Oui, il y a un scénario dedans. Le scénario œil pour œil. Voilà. Et il y avait à la fin un résumé de tous les tableaux. Donc avec les tables de mutation, les revers magiques, les folies, évidemment, les blessures critiques. On est quand même sur le même esprit au niveau du système de jeu. Hein, même si là, c'est plus on va dire un système à pourcentage. Que c'est ce système spécifique avec ces dés qu'on lit, on va dire, qu'on assemble en fonction de l'action que l'on veut faire et que l'on lit d'une manière particulière. Donc comme je vous disais, avec comment évaluer les jets de dés. Il y avait une application hein, également qui existe toujours probablement, qui nous permettait de lancer les dés si on n'avait pas assez de dés à la table. Et donc on avait le supplément ensuite, donc dans le triptyque, pour finir, le supplément sur les créatures, qui était, on va dire, assez intéressant quand même à posséder. Donc là on avait les actions des différentes... voilà, les actions des différents monstres, en fonction évidemment de quelle créature il s'agissait. Donc c'est des pages et des pages comme ça d'actions. Actions on va dire rouge et action verte. Donc évidemment, si vous êtes prudent, vous pouvez faire ces actions. Si vous êtes téméraire, donc plutôt agressif, vous allez faire plutôt telle action qui sont permises. C'est évidemment, voilà, c'est bien fichu hein, quand même. Hein, comme je vous dis, ma critique est tempérée. Mais ça n'en reste pas moins que c'est très difficilement gérable pour le MJ. Bon, moi, j'avais des joueurs quand même qui nous permettaient qui nous ont permis quand même de tester ça et je pense que voilà, l'expérience n'a pas été mauvaise pour eux. Donc, dans le compagnon du joueur, donc cette boîte-là, il y avait d'une part donc les fameuses fiches de groupe. Donc avec, comme je vous disais, on choisissait donc la thématique de notre groupe, donc jeune insensé, explorateur intrépide, mercenaire, bande de brutes, serviteur de justice. Et après donc on avait voilà les fiches en fait de carrière. Donc là, en fonction de la carrière, ça permettait surtout de voir comment on pouvait faire progresser notre personnage, quelles étaient les caractéristiques primaires, les trucs de base, ce qu'on avait à la base, et tous les détails techniques en fait de la carrière du personnage. Donc voilà, et on avait des emplacements ici pour mettre justement voilà, de quelle ordre on faisait partie, quelle affinité, la réputation, etc. Voilà, donc ça c'était les fiches pour chaque carrière. Donc comme je vous dis, si ça faisait vraiment beaucoup. On avait évidemment les jetons. Donc on avait la possibilité évidemment de jouer avec des figurines. Donc il y avait des stands avec des trucs en carton qu'on pouvait placer. Donc moi voilà, la jauge en question de témérité, je crois que je l'utilisais pas parce que ça faisait vraiment trop de matériel sur la table. Donc il le matérialisait d'une autre manière. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de vous montrer, voilà, les cartes de base. Et après, c'était que des cartes, évidemment, d'un format particulier. Si vous vouliez qu'elles survivent, il fallait les sliver quelque peu. Donc, voilà, on avait évalué la situation. C'était le jet de perception classique. Donc, il y avait la version verte quand on était prudent et la version quand on était téméraire, évidemment, et c'était pas la même action. Donc, celle-là, évidemment, c'est une action dite de base, de défense, qui demande donc un jet d'intuition, donc c'est sur l'intelligence, et donc en fonction du résultat qu'on faisait, on avait, on va dire, à chaque fois quel était le résultat de l'action. Donc c'est super bien, hein, mais c'est super chiant à gérer. Je le dirai jamais assez. La position défensive, donc là c'est l'action de défense de base. Donc là en plus il y avait la jauge de rechargement, c'est-à-dire que là il y avait certaines actions on pouvait les faire évidemment que un nombre limité de fois par round, par action, enfin par scène de combat. Et donc il y a certaines qui nécessitent de se recharger. Donc on mettait des jetons pour dire je recharge mon action et donc dès que j'ai plus de jetons comment dire sur la carte, je peux la réutiliser. Mais bon, les actions de base elles sont à 0, donc on peut les utiliser tous les rounds sans problème. Donc position défensive, donc la discipline, voilà. Il y avait donc l'action de base de corps à corps, donc c'est juste une attaque au corps à corps de base. Donc si on fait un succès, on touche la cible, on fait des dégâts normaux. Si on fait 3 succès, donc 3 marteaux de Sigmar sur les dés, on inflige des dégâts à la cible plus 2. En plus, si on faisait 2 bienfaits, donc les fameux symboles avec l'aigle impérial, on avait accès à une manœuvre gratuite, donc on avait le droit de faire une action
qui nous étaient permises par notre carrière gratuitement. Et si on faisait 2 fléaux, la cible peut se désengager de vous gratuitement. Donc en fait, ça voulait dire que voilà, si on avait malheureusement on arrivait à toucher la cible, mais elle pouvait se désengager du combat. Donc ça c'était la version verte et on pouvait l'avoir en version rouge, où donc là on avait à peu près les mêmes effets en version rouge. Donc il y avait cascade aussi, donc c'était l'action de base cascade. Donc c'était juste pour faire en fait une roulade, une dérobade, ce genre de choses. L'action de tir, qui était aussi dans les cartes de base. Donc chacune de ces cartes-là, chaque joueur devait en avoir un jeu pour savoir quelles sont les actions qu'il avait le droit de faire et comment ça fonctionnait. Pour vous dire que voilà, il y avait besoin de beaucoup de matos. Coup habile, voilà, c'était pour faire. Donc là, celui-ci, vous le voyez, il a un petit 2 ici qui indique qu'on ne peut pas le faire tous les jours. Et d'ailleurs, le coup habile, je crois que ce n'est pas une action de base. Non, on n'est plus dans les actions de base. Donc après, on est dans les actions, on va dire, de carrière un peu particulières. Maillon faible également. Ça permet celle-ci, donc sur un jet d'observation contre la défense de la cible, de repérer en fait une faiblesse évidemment de l'ennemi. Donc on avait quand même, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes de base, d'actions de base, et après des actions un peu plus, on va dire, un peu plus spécifiques. Donc l'action sociale de emberlificoté, mot mielleux, donc ça c'était évidemment pour ceux qui avaient des... Alors je crois que les paquets, ils sont encore placés en fonction de mes joueurs. Donc ça c'était le paquet probablement du roublard du groupe, il y avait un joueur professionnel, je crois que c'était ma femme d'ailleurs qui jouait la joueuse professionnelle. Et donc j'avais classé les paquets en fonction donc avec toutes les actions de base qu'il pouvait avoir et les actions on va dire de sa carrière. Voilà. Donc là après il y a la description de toutes les cartes, donc vous voyez de tous les coups spéciaux que chaque carrière pouvait avoir. Donc le compagnon du joueur, bah, techniquement, en fait, il y avait assez de cartes, je crois, dedans, d'après ce que je vois là, pour fournir à 3 joueurs, mais pas plus. À partir de 4 joueurs, il en fallait déjà 2. Et moi, je sais que voilà, des compagnons du joueur, j'en ai acheté 2 exemplaires. J'en ai offert à mes joueurs aussi, à l'époque. Et des compagnons du maître du jeu, j'en ai acheté 3, je crois. Et j'en ai offert aussi à mes joueurs pour qu'ils aient des dés. Donc après, il y a les actions encore spécifiques de chaque carrière. Donc là, je vois par exemple le coup du casseur de trolls. C'est pour la fameuse carrière du tueur de trolls, justement. Coup puissant, jugement vengeur, coup du duelliste, etc., etc. Tir à bout portant, tir d'élite. Évidemment, toutes les différentes actions de tir en fonction de la carrière que vous aviez choisie qui vous donnait évidemment des manœuvres particulières, etc., etc. Donc pareil, un matériel spécifique pour chaque carrière. Et donc après, il y avait les fameuses cartes donc spéciales de talent qui étaient encore en plus petit format. Donc là, en fait, vous aviez le résumé sur une carte du talent que vous aviez. Donc par exemple, si vous étiez apprenti sorcier, chirurgien barbier, bourgeois, cocher, vous aviez en fait votre capacité, votre talent de carrière qui était sur une petite carte. Et donc après, vous aviez donc les fameuses cartes de réputation que l'on mettait donc à côté également de votre fiche de personnage que je vous ai montré. Voilà. Donc ça, le matériel du joueur, il y avait quand même déjà de quoi faire dans cette. Et c'est pas le matériel, on va dire. Bon, il était utile parce qu'en fait, les cartes en question, c'est clair que c'était pratique, mais on pouvait, on va dire techniquement, avoir juste notre feuille de personnage version papier avec, on va dire, il fallait écrire ou photocopier toutes les actions évidemment auxquelles on avait accès. On pouvait faire comme ça aussi. Les cartes c'était du luxe entre guillemets, c'était quand même beaucoup plus pratique. Donc la boîte, le compagnon du maître du jeu. J'ai l'impression que cette présentation va être aussi décousue que le jeu lui-même. Voilà, avec toujours les stand-up cartons pour signifier les PJ, les points de dégâts, donc il y a les points de stress, les points de vie qu'on perd, les retards, la jauge de témérité
et de prudence, etc. Donc ça c'était dedans. On avait dedans des paquets de cartes, donc avec les cartes blessures. Donc c'était simple, hein. Quand on prenait des blessures, on donnait une carte, comment dire, face verso, qui indiquait le nombre de blessures. Et quand c'était des coups critiques, eh ben, en fait, on tournait la carte et on avait, on va dire, le coup critique que l'on tirait en fait sur les cartes de blessures. Voilà, donc on avait un deck de blessures qui était normalement, qui était largement assez, un seul, c'était suffisant pour toute une table de jeu en théorie. Il y avait également donc des cartes encore d'action de base, des jetons. Donc là on voit que j'avais dégrappé les jetons pour pouvoir les utiliser. Donc avec les fameuses jauges, voilà, celle-ci elle était montée. Avec donc les points de folie, les points de stress, les points de trucs de bidule et de machin, les trucs de monstres, voilà, les effets, on va dire, de la magie, etc. Et donc il y avait également un petit sachet, je crois que c'est avec les. Donc il y avait les stands pour les figurines carton. Et il y avait après pléthore d'autres petites cartes diverses et variées. Donc dont les cartes de lieu d'équipement dont je vous parlais. Voilà, les cartes d'état, par exemple là, les cartes affaiblies. Donc si jamais il y a une action de jeu qui vous donnait un état, eh ben, vous donniez cette carte-là et ça indiquait quel était l'état, on va dire, du joueur. Donc là, on est encore dans les cartes d'état. Après, elles sont où les fameuses cartes d'équipement? J'arrive pas à les retrouver. Voilà, il y a les cartes aussi d'effets magiques. Donc là, il y a par exemple secousse chaotique, échange irrationnel, lumière aveuglante, lévitation, etc., etc. Les cartes également, on va dire, de corruption, de folie, qui étaient dans ce petit sachet-là. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à retrouver les cartes d'équipement, elles étaient où? Alors là, j'avoue que j'ai un gros... Une amnésie partielle, ça doit être la folie qui me gagne dans la mesure où je parle de Warhammer. Ah voilà, elles sont là. Donc il y avait les cartes de base, en effet, et il y avait donc les cartes d'équipement et de lieux. Alors la carte, les lieux, comment dire, par exemple le cimetière abandonné, vous aviez en fait la description du lieu qui donnait évidemment une ambiance particulière et c'était traduit en termes de jeu par si jamais vous faisiez un résultat dans ce lieu en question. Là par exemple on faisait 2 fléaux, et ben ça donnait en fait ça retirait un succès à vos actions. Et il y avait donc également les cartes d'équipement. Alors elles sont où? Voilà, par exemple, il y a un marteau là. Celui-là, j'ai réussi à le retrouver. Donc, on a en fait les caractéristiques de l'équipement en question. Et je crois qu'il doit y avoir de l'équipement qui est décrit ailleurs. Ça a dû être, j'ai dû ranger ça, on va dire, peut-être par thème, puisque j'ai plusieurs boîtes. Donc, je n'arrive pas à retrouver, pour vous montrer la fameuse armure en Gromdrill cheatée, ou l'épée elfique, la lame, je sais pas quoi, la lame des elfes, des hauts elfes de l'espace, et qui est vraiment, on va dire, très 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 puissante. Et qu'ils avaient en tant que personnage de base dans leur équipement, et que je trouvais déjà qui déséquilibrait complètement le jeu. C'était quand même la seule édition pour l'instant où on pouvait jouer de base un haut elfe, quoi, ce qui était normalement impossible. Dans la première édition, deuxième, on jouait elfe sylvain, grand maximum, elfe maritime si on venait de Marienbourg, elfe des mers, comme on dit. Donc la boîte des créatures. Donc là, bah, c'est un peu le même principe. On a donc les stands avec, on va dire, les fameuses créatures. Voilà, et on a les cartes, parce qu'il y avait donc les cartes de groupe. Il y a les cartes aussi de groupe de monstres, avec, on va dire, leur tactique particulière, leur niveau, comment dire, de cohésion, qui était marqué là. C'était plutôt très intéressant. Et donc on avait là, techniquement, en fait, la description donc, de toutes leurs actions et également les caracs de plein de PNJ. Et ça, c'était bien fichu. Ça, je l'utilisais beaucoup. Voilà, on avait en fait des caracs typiques de PNJ qui étaient décrites vraiment en une carte. Donc, par exemple, on avait le marchand qui avait toutes ces caracs et on savait ce qu'on pouvait faire avec. Voilà, on avait, on va dire, son niveau également c'était le niveau de blessure. Il y avait marqué ici le niveau, on va dire,
de menace de la chose. Donc, par exemple, vous voyez, le Minotaur, il était niveau 5, je crois. La cocatrice, ouais, c'était pas encore le pire. Le dragon, lui, donc lui, il avait 40 points de vie, c'était un niveau 8, je crois, de menace, entre guillemets. L'assassin, comment dire, elfe noir, le corsaire elfe noir, je les avais triés, je crois, justement par catégorie, pour les retrouver. Et donc ça par contre c'était plutôt bien vu, bien fichu. Voilà, et puis il y avait en plus de l'autre côté l'illustration de la bestiole qu'il rencontrait à montrer aux joueurs. Ça c'était bien vu. Donc pareil, du matériel à plus savoir comment faire, mais utile. Donc là, je vous ai montré le matériel de base, donc les 3 bouquins et les 3 boîtes qui correspondent à chacun des bouquins. En fait, chaque bouquin, vous l'avez compris, nécessite évidemment sa boîte correspondante pour pouvoir être utilisé pleinement, même si bon, techniquement si vous faites des photocopies c'était largement possible de s'en passer, de se passer de tout ce matériel, mais bon ça aurait été dommage quand même parce que le matériel existait et même si ça encombrait la table de jeu c'était plutôt pas mal. Alors on poursuit avec la troisième avec le guide, le guide du maître. Donc c'était des boîtes, les fameuses boîtes cornflakes dégueu qui sont extrêmement fragiles. On avait déjà un écran blindé que moi j'aime beaucoup, il est très très beau. Voilà, ça c'est avec les tables nécessaires pour gérer la chose. Bon, il n'y a pas tout, hein, donc moi je m'étais fait un pense-bête, en fait je m'étais fait un petit classeur avec toutes les règles en fait qui n'étaient pas parues en français, qui permettaient de jouer justement les autres, les gens qui venaient, on va dire, d'autres régions enfin d'autres provinces que le Reichland. Donc on avait également, voilà, je vois que j'ai dégradé quelques-uns des jetons là qui m'ont été probablement utiles. Donc encore des stems de monstres et un livret. Donc, et dans ce livret, il y avait quoi déjà? Il y a des scénarios, visiblement. Oui, c'est des petits scénarios. Ils vous présentent en fait mais c'est des scénarios en raccourcis, quoi. C'est des sortes de ce qu'ils appellent des épisodes template. C'est des inspi en fait, voilà, des scénarios instantanés. Et donc ça donne des conseils évidemment pour gérer le jeu, encore en plus de ceux qui étaient prévus dans le livre du MJ. Et donc il y a également des cartes de groupe en fait de PNJ supplémentaires. Voilà, donc on avait ça dans ce kit. Déjà pour commencer, je n'avais même pas souvenir que j'avais retiré, comment dire, des jetons de cette plaquette pour les utiliser. Comme quoi, la mémoire fait parfois défaut sur certains petits détails. Voilà. Donc ça c'était pour le kit du MJ. Mais qu'est-ce qu'il y a encore qui bloque? C'est pas possible. C'est quoi le truc qui bloque? Bon, je ne comprends pas. Il y a un truc qui bloquait et qui m'empêchait de ranger la boîte correctement, ce qui est assez souvent le cas sur ce genre de boîte, voilà, qui est vraiment pas pratique du tout et qui est extrêmement fragile. Et là c'est bon, j'ai réussi à la ranger correctement. Alors après, il y avait donc eu une campagne, Gathering Storm, où donc là il y avait du nouveau matos et un livre, enfin c'était chaque fois un livret et du matos hein, dans ces boîtes. Donc c'est une campagne, purement et simplement. Donc là qui raconte, d'après mes souvenirs, c'est on va dire voilà, on se rapproche de la fin. Hein, de toute façon, déjà dans les premières et deuxième éditions, on attendait en fait la tempête du chaos, hein, qui allait être l'événement, qui allait lancer, on va dire normalement
la fin de l'univers de Warhammer et le début de l'univers suivant qui est donc celui de Age of Sigmar. Donc là, normalement, ça décrit justement ces événements-là qui vont complètement révolutionner, si je puis dire, et complètement détruire le monde, en tout cas le faire en sorte qu'il soit complètement méconnaissable de la part de vos joueurs. Toujours des planches de jetons, de stands pour les PNJ. Et donc on avait des aides de jeu. Donc ça c'était les aides de jeu pour le scénario, qui étaient plutôt bien fichues. Hein. Il y avait des lettres, des plans, etc. Et des nouvelles cartes évidemment d'action pour certaines petites choses. Et il y avait également voilà, des cartes également de blessures supplémentaires. C'est-à-dire ça doit être probablement des nouveaux coups critiques. Et des cartes probablement de talent ou d'autres choses. Et il est passé où? Oh, et en plus il se balade dans la boîte. C'est vraiment c'est d'un simplissime. C'est sûr que à regarder cette vidéo, vous allez vous dire franchement la 3ème édition c'est pas pour moi. Je vous dirai pas le contraire. Mais c'est vrai que voilà. J'aurais du mal, on va dire, à vous faire apprécier une chose pareille. Parce que déjà oui, pour plein de raisons, déjà en plus c'est plus trouvable ou quasiment plus trouvable. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, vous passerez très largement à la 4ème édition qui elle est disponible. Et je vais y venir. Donc les deux derniers suppléments que j'ai à vous montrer de cette édition maudite. Sign of Faith qui est jamais paru en français celle-ci. Donc là c'est en fait le supplément sur on va dire les prêtres, hein, donc les prêtres des différentes religions du bien si je puis dire. Donc avec pareil son paquet de cartes, c'est son sa planche de stand en carton avec les monstres, etc. Et alors il y avait une deuxième planche. Alors là il y a des jetons qui ont commencé à se barrer. C'est le problème évidemment avec ces fameuses planches en carton. Qui d'ailleurs celle-là elle est sortie de son plastique. Je l'y remets. Si évidemment il veut bien rentrer sans retirer tous les autres. Voilà. Et donc comme d'habitude également un livret, il y en a même deux. Et donc c'est pour ça qu'il fallait en fait acheter tous les suppléments, c'était pour avoir en fait la série de tous les livres en fait, et je vais vous montrer pourquoi. Donc des nouveaux groupes évidemment avec des thèmes plus orientés sur la foi. Les règles avancées on va dire sur les prêtres, hein, donc voilà c'est des petits livrets, hein. Il y a plein de petites choses c'est des règles qui sont rajoutées, hein. C'est surtout des règles, bon, il y a quand même du contexte un petit peu, et il y a évidemment en plus dedans un supplément sur Nurgle. Voilà. Chaque boîte en fait avait il y avait en fait un livret sur le pendant on va dire lumineux et un livret sur le pendant on va dire plutôt chaotique de la chose. Donc c'était une idée, mais l'ennui c'est que si on voulait avoir la totale, il fallait acheter toutes les boîtes et c'était des boîtes qui valaient quand même une 50aine d'euros, hein. Enfin celle-là moi je l'ai achetée en VO, elle a dû peut-être même me coûter un peu plus cher. Là j'avoue que je me souviens plus combien je l'ai payé. Mais c'était je pense pas donné, j'avais un prêtre de Sigmar en fait à ma table, donc j'avais pas trop eu le choix que d'acheter ce supplément vraiment pour avoir toutes les règles, déjà parce que je voulais aussi avoir les règles sur le chaos, et donc j'aime beaucoup Nurgle, donc parce que c'est mon armée de cœur à Warhammer 40 000, hein, les Space Marines de Nurgle, la Death Guard pour ceux qui connaissent. Donc avoir des informations sur Nurgle m'intéressait beaucoup. Et donc les vents de magie, ou donc sur le même modèle, donc là c'est sur vraiment les pratiquants de la magie. On a également donc les fameuses planches, voilà, avec les points, donc là c'est pour les points de magie, etc. Les deux livrets,
Donc le livret évidemment sur les règles avancées de magie et un livre sur Zench. Voilà le livre du changement. Donc ceux-ci sont en français, j'avais réussi à le trouver en français. Et donc pléthore évidemment encore de plans, de cartes, voilà, parce qu'il doit y avoir, je crois, dans un des livrets, est-ce qu'il y a un scénario dans celui-ci? Je ne sais plus. Ils sont où les bouquins? Tac tac tac, je regarde. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un scénario. Oui, il y a un scénario. Donc ça veut dire que dans chaque livret aussi, il y avait un scénario. Donc dans le livre en tout cas sur Zench, il y a un scénario qui est proposé. Donc là on vous donne en fait les règles pour incarner un magicien, et dans le Liber Mutatis on vous décrit en fait le dieu du chaos et on vous donne un scénario. Donc voilà, avec des classes, des cartes de carrière avancée que je vous avais déjà montré, hein. Ça reste on va dire la même mouture, hein. C'était sur le même et c'était des boîtes, voilà, avec des renforts cartonnés, ceux qu'on acheté puisque j'en avais parlé, la boîte de Cthulhu, la 7ème édition de chez Edge, sauront de quoi je parle parce que c'est la même qualité de boîte, c'est complètement nul. Voilà, et donc avec des cartes supplémentaires sur les effets magiques, les effets du chaos, la corruption, les états provoqués, on va dire, par certains sorts, les affinités, les talents, etc. etc. Voilà, et les cartes d'avantage en fait de chacune des carrières, quoi, puisque chaque carrière donnait un petit avantage comme je l'avais précédemment expliqué. Plus évidemment le paquet avec les actions spécifiques. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un système extrêmement dense, pléthorique en matériel, qui est quand même pourtant bien pensé, hein. Moi je trouve que voilà, mais en pratique il se révèle extrêmement ingérable. C'est même pas pour ça en plus, c'est même pas à cause du système en fait que j'ai arrêté la campagne, c'est parce que c'était plus à cause de la manière dont tournait le scénario, où donc concrètement je savais plus trop comment leur faire la suite, et puis j'en avais un petit peu marre de leur courir après pour leur faire jouer des scénarios. C'est surtout ça, parce que voilà, j'aime beaucoup. Vous l'avez compris, comment dire, dans mes vidéos sur la maîtrise, laisser les gens faire ce qui leur plaise, ce qui leur plaît, pardon, de manière générale. Je suis un MJ qui aime beaucoup, on va dire, offrir de la liberté d'action. En clair, ils vont chercher l'aventure là où ils le veulent. Mais après leur expérience à Marienbourg, qui était en fait une parenthèse dans la campagne, je n'ai pas trop trouvé d'intérêt à poursuivre, et c'est là qu'on a commencé justement une autre campagne. Donc j'ai cédé la place pour jouer une campagne dragon, et ça je vous en parlerai un peu plus tard. J'espère bientôt, en tout cas quand je recevrai mon pledge dragon justement, pour vous faire une revue de la gamme, en espérant que je la reçoive bientôt. Et je n'arrive pas à refermer cette sacrée boîte, comme de bien entendu. Voilà. Donc ça c'était pour la 3ème édition. Donc si vous pouvez oublier, si vraiment c'est pas votre truc, je ne vous en voudrais pas. Mais au moins je voulais en parler parce que les gens parfois en parlent sans y avoir joué, en disant ceci, cela. Moi au moins je vous ai donné en toute conscience les avantages, les désavantages de cette 3ème édition, que moi je trouve malgré tout très avec plein de choses intéressantes, mais évidemment avec plein de défauts évidents. Donc le principal, le prix, et on va dire la gestion du matériel qui est vraiment n'importe quoi. Maintenant on passe à ce que tout le monde attendait probablement, c'est-à-dire la 4ème édition, la fameuse. Alors moi la plupart de cette gamme je l'ai acheté en VO, parce que je pensais pas forcément, comme d'habitude, que quelqu'un s'attellerait à sa traduction en français. Donc la 4ème édition, celle qui a fait couler beaucoup d'encre, qui j'espère, on va dire, va reprendre, on va dire, une bonne réputation dans les moments à venir. Donc, dès qu'elle est sortie, donc c'était normalement, elle est sortie celle-ci, c'est en 2018, si mes souvenirs sont bons, ou c'était avant. Je sais qu'elle date
déjà de quelques années. Hein. 2018, c'est bien ça. J'ai pas fait d'erreur. Donc là, on retourne évidemment sur ce qui a fait le succès de Warhammer. On est donc chez une autre boîte, Cubicle 7, qui est connue, on va dire, pour faire des jeux d'extrême qualité. Et on le voit. La qualité graphique de l'ensemble est excellente. Elle est meilleure même, je trouve, que dans la deuxième édition, où pourtant c'était pas mal. Voilà, on a des cartographies qui sont prodigieuses. Là, la cartographie de l'Empire dans le bouquin de base, elle est géniale. Donc moi, j'ai acheté la version anglaise, donc je n'ai pas vu la polémique de ce que j'en ai... j'ai posé des questions, on va dire, à ceux qui avaient acheté la version française. Ils n'ont pas été, on va dire, pour ceux en tout cas à qui j'ai posé la question, vraiment dérangés à ce point, on va dire, par la qualité piètre de la traduction de la première mouture du livre de base. Donc, à savoir qu'en français, c'est donc chez Chaos Project, voilà, c'est ça, la traduction française est en cours de la gamme. Donc on a déjà en français le livre de base, l'écran, donc la boîte d'initiation qui elle est excellente. Je vais en parler, que j'ai d'ailleurs acheté en français pour l'occasion. C'est celle-là au moins, voilà, elle est en français dans ma bibliothèque. Et donc est sorti également le premier supplément scénario, donc c'est Hard Days on Rough Nights, je crois que ça doit s'appeler Dure Journée et Abominable Nuit, ou un truc comme ça. Et là j'avoue que la traduction, je ne m'en souviens plus. Et également, ils commencent à sortir, donc ils ont voulu sortir une version collector du livre de base, mais également les versions collector et normales des coffrets de la fameuse campagne. Voilà, un objet magnifique. Moi en VO, j'ai largement préféré les acheter en VO dès qu'ils sont sortis. Je ne voulais pas attendre, même si je savais que là, après que la gamme était traduite en français, parce que ben, voilà, il y avait la réputation déjà sur la qualité de la traduction. Donc hormis évidemment la boîte d'initiation qui elle est très bien. Et l'attente également aussi, puisque là techniquement on attend, je crois qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est sorti ou c'est sur le point de sortir. C'est vrai que j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais bon, comme je les ai déjà, je m'en fiche un peu. Moi j'attends surtout, c'est la Mort sur le Reich on va dire, le troisième tome, donc le pouvoir derrière le trône, puisque Mort sur le rail, que je l'ai déjà, c'est le deuxième tome, que je ne me trompe pas. Et voilà, et donc plus un supplément que j'ai chopé, qui est un supplément, on va dire, sur l'Empire, que je vais vous présenter. Alors, Warhammer Fantasy, comme je disais, on revient aux sources. Voilà, c'est ça, c'est Rough Nights and Hard Days, le supplément scénario de base qui était prévu pour qui existe donc en version papier et en français. Parce que dans le livre de base, là, ici, il n'y a, je crois, pas de scénario. Oui, il n'y a pas de scénario dans le livre de base. C'est un peu une gageure. Donc, on a gardé le système de carrière, on revient au pourcentage. On est sur un système dépoussiéré, vous voyez, avec des illustrations qui sont vraiment à tomber par terre. Tellement, moi, je les trouve vraiment inspirantes et vraiment d'une très grande beauté, un très grand détail. Voilà, là, au niveau visuel, en tout cas, on prend une claque. Donc, on est toujours sur le système de carrière avec 2-3 petites modifications diverses et variées. Voilà, sur la présentation. En fait, ils ont repris également, j'ai l'impression, quelques idées intéressantes de la troisième édition, mais en restant sur le système de deuxième édition bien rééquilibré. Par contre, je trouve, moi, je ne l'ai pas encore testé, mais à la lecture, et ce que j'en ai entendu par d'autres qui l'ont testé, le système favorise quand même grandement maintenant ceux qui ont du bol. C'est-à-dire que maintenant on a un système, je crois, c'est des petits jetons d'avantage, qui fait que quand on réussit une action, on a un jeton d'avantage qui nous permet de donner, je crois, 10% action supplémentaire. Donc évidemment on est plus sur un jeu où on a toujours des caracs tout pourris au niveau pourcentage. Si on dépassait, c'est vrai que j'ai pas trop donné donné
fait de commentaires là-dessus. On avait des personnages qui tournaient avec des caracs à 30% quand ils avaient le bol, 25% dans la plupart des cas, 40% quand vraiment c'était quand ils avaient du bol, voilà. Donc on cherchait évidemment à faire de la tactique pour avoir des bonus. Bah là c'est repris évidemment dans cette version là, parce que voilà, si on avait vraiment 50% de chance, même avec tous les bonus, les meilleures circonstances, le meilleur matos, c'était vraiment le bout du monde, hein, et on atteignait on va dire des 60-70% quand on était déjà en deuxième carrière ou en carrière avancée. C'était quand même dur. Donc on reprend tout cela avec donc le système de carrière, avec évidemment les talents, les skills, les talents, les compétences qui vous sont donnés pour chacune des carrières. Donc là sur ce point, vous serez en terrain connu si vous avez connu la deuxième. Si vous voulez vous y mettre, je pense que c'est vraiment un très bon moyen de se mettre dans l'univers de Warhammer. Là vraiment il n'y a pas de doute, hein, ils ont fait vraiment un bon boulot. Ne l'ayant pas pour l'instant testé en profondeur, je n'en dirai pas trop de mal, même si je vous dis, il y a quand même des choses qui me disent que ceux qui ont du bol, ils vont passer, on va dire, une bonne journée, et ceux qui n'ont pas de bol, ils vont passer une très mauvaise journée dans ce système, je pense. Donc quand on voit en plus les caracs des différents PNJ, voilà quoi. Hein. Donc vous voyez, voilà, ils ont des caracs qui tournent à 20%, quoi. Mais bon, c'est pas un combattant, c'est normal, c'est un sorcier. Mais voilà, sa meilleure carac, elle est à 49%, quoi. Non, il y a 65 en inté. Bon, c'est normal pour un sorcier, ils sont obligés, comment dire, d'avoir au moins une carac d'intelligence aussi élevée. Donc on a une description de tout le système de jeu, la magie, voilà, qu'elle soit sorcellerie ou miracle. La description évidemment aussi du Reichland qui est suffisante, hein. Donc là on est un petit peu après les événements décrits. L'univers n'a pas énormément en fait évolué, hein. On était en 2500, là on est en 2508 visiblement. Donc la tempête du chaos n'a pas encore eu lieu. On a remis les choses à zéro par rapport à l'édition 3 où la tempête là était carrément en train de se produire dans les suppléments. Donc voilà, avec la description des caractères des animaux, etc. Donc ça va pas casser trois pattes à un canard, hein. Pour aller déjà dans la manticore, pour avoir quand même des caractères à 55%, agilité à 65%. Voilà quoi. Mais bon, on est sur la même logique en tout cas au niveau du système. Alors, je vous montre la feuille de personnage. Elle est où cette vilaine? Elle se cache toujours, je ne sais pas où. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle feuille de personnage. Donc, pas de gros changements, hein, au niveau du système de jeu, hein. On est ceux qui, je vous dis, qui ont pratiqué la première et la deuxième édition, préféreront, je pense, quand même la première ou la deuxième édition. Je connais des hardcore qui préfèrent la première édition parce que elle est complètement déséquilibrée, mais elle tourne quand même plutôt pas mal. Voilà, la deuxième qui est elle est rééquilibrée, mais qui peut quand même devenir extrêmement n'importe quoi à cause de l'équipement, comme je vous l'ai dit. Et celle-là, donc, qui va favoriser beaucoup plus, je pense, les gens qui sont chanceux et qui ont. Et vous n'aurez pas le choix, comment dire, que de rogner, comment dire, le moindre bonus en faisant des actions tactiques, en réfléchissant. Alors à la limite, c'est pas forcément mauvais, mais bon, vous commencez quand même avec des caracs un peu merdiques. Faut quand même le dire. L'écran, qui est, je pense, le plus bel écran de ces dernières années. Il est magnifique. Donc voilà, il y a plein de trucs avec. Oui, j'avais mis aussi les. Alors il y a un livret avec donc qui propose des c'est des conseils de maîtrise, hein, voilà, oui, c'est des conseils de maîtrise justement sur l'avantage, voilà, le Game Master Guide, appendice, on va dire, avec des tableaux, et ces tableaux c'est voilà, c'est pour créer en fait des petits scénarios sur le pouce, quoi, I need a job. Donc voilà, qui c'est concrètement faire un scénario en quelques jets de dessin. Voilà, ça permet probablement d'occuper, comment dire, vos personnes, vos joueurs une soirée et leurs personnages. L'écran,
Donc aussi beau en anglais qu'en français, hein, ça ils n'ont pas changé la traduction. Avec la traduction, ça n'a pas changé l'illustration. Il est très immersif, très détaillé. Il y a plein de choses en fait. Celui qui a fait cette illustration, moi je lui tire mon chapeau. Elle est vraiment très immersive. Elle donne envie de jouer hein, quand on voit. Et il y a tout qui est résumé évidemment derrière. Il y a à peu près tout. Hein. Je crois que il n'y a pas grand chose, comment dire, qui est oublié. Mais bon, il y aura quand même besoin du livre de base pour gérer, on va dire, la plupart des choses, comme d'habitude, hein, pour avoir les détails sur les sorts, les talents, à moins évidemment les compétences, à moins évidemment d'avoir résumé tout ça sur sa feuille de personnage. Même si bon, on va dire, c'est pas non plus insurmontable. Donc voilà, un bel écran qui ravira les joueurs comme le MJ, qui lui malheureusement ne le verra pas souvent. Alors, la boîte d'initiation. Donc celle-ci, je l'ai achetée en français. Donc elle avait la particularité d'avoir un écran dans le fond de la boîte, en fait, du couvercle de la boîte, qui était une chose plutôt maligne. D'être livré avec des dés, donc des DQ Workshop qui est plutôt beau. Alors moi, bon, j'ai voilà, et les fameux jetons d'avantage, justement, les voici. Plus voilà, donc il y avait le côté avantage, le côté désavantage et plein d'autres petites choses. Là, j'avoue que je ne me souviens plus. La boîte en elle-même est très complète. Si vous voulez commencer Warhammer, moi je vous conseillerais trop cette boîte d'initiation. Donc voilà, il y avait la carte aussi dans le fond de la boîte, la carte de l'Empire, ce qui est plutôt pas mal. Le livret d'aventure. Donc là, on a vraiment plein de scénarios. Donc les aventures dans l'Uberstrike. Plus un autre scénario. Donc là, normalement, on a donc le premier scénario donc pendant la ronde. Donc, le deuxième et après donc ce gros scénario qui est un scénario donc pour initier à Warhammer. On a une proposition donc d'idées d'aventure à développer. Elles le sont donc sur quelques ça doit être sur 2 pages visiblement. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 visiblement. Plus des résumés, on va dire, de traits et d'état des PNJ, voilà, les tableaux de référence. Donc vous avez déjà 11 scénarios potentiels, donc un gros qui est développé pour initier les gens. Et tout ça se passe dans une région qui est décrite avec moult détails. Donc c'est le guide de l'Uberstrike. Le guide de l'Uberstrike, donc c'est la description vraiment d'une région où donc vous pourrez faire vos premières armes. Franchement, c'est très fouillé. Il y a vraiment largement de quoi faire. Ça met vraiment bien le pied à l'étrier, quoi. À la limite, avec ça, vous êtes paré pour pouvoir jouer quasiment tout de suite. Hein. Sachant que donc, j'avais oublié, mais dans le livre d'aventure, en fait, le système de jeu est décrit petit à petit, évidemment, à travers les encarts en même temps que vous jouez le premier scénario. Donc vous êtes vraiment guidé pas à pas. Il n'y a pas de livre à proprement parler de règles. C'est vraiment que du BG et une aventure à maîtriser pas à pas. Vous avez également dans ce pack les feuilles de personnages, donc qui sont présentées sous la forme de sortes de triptyques en fait à déplier avec la feuille de perso. Donc voilà, on a une soldat humaine, donc un marchand au elfe, un tueur nain, voilà, du plus bel effet, comme toujours à la table de jeu. Un sorcier humain, il est à la classe lui quand même avec sa faux. Ça doit être quand même dur d'entrer en soirée avec une faux. Le voleur halfling, un grand classique. Et donc le répurgateur. Alors déjà de base, se dire que quand même on a la possibilité de jouer un répurgateur, ça fait un peu... voilà,
Normalement, c'est une carrière avancée, hein, le répurgateur. Et là, de base, répurgateur. Hein, voilà. Donc, avec la réputation, évidemment, qu'ont ce genre de personnages qui sont les pires crevures de l'univers. Évidemment, dans l'univers de Warhammer, puisque ce sont des chasseurs de sorcières, évidemment. Si vous ne connaissez pas l'univers de Warhammer, chasseurs de sorcières extrémistes, j'allais dire extrêmement extrémistes. Et donc, on a 6 personnages qui donnent un panel vraiment très intéressant à la chose, pour un groupe de base en tout cas. Un dépliant évidemment pour présenter le jeu. Voilà. Et donc après, on a les aides de jeu des scénarios et les fiches de référence du système de jeu. Voilà, donc on a les cartes des scénarios, voilà, les fameuses aides de jeu avec les plans de la ville, donc c'est la ville donc de Uber's machin bidule. Donc le comté d'Uberstrike et la ville, elle s'appelle comment déjà c'est Uberstrike aussi Bah si, ça doit être aussi Uberstrike la ville. Ouais, Uberstrike et ses alentours, la cité d'Uberstrike, voilà. Je me disais, à la fois le comté et la ville s'appellent comme ça, plus les aides de jeu des scénarios et les fiches résumées. Donc là, le MJ, il a la présentation synthétique de l'Uberstrike, la fiche pour, on va dire, mener les combats, les blessures, les tests. Il y a vraiment tout. Voilà, là franchement, on est bon. Avec ça, vous êtes bien paré pour commencer votre carrière de MJ à Warhammer. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, si vraiment Warhammer vous tente, moi je vous conseillerais que trop cette boîte d'initiation, qui est très satisfaisante, bien traduite, contrairement à la première version du livre de base, et très complète, avec vraiment, on est guidé pas à pas, et on n'est pas déçu. Voilà, et là je m'aperçois que j'ai refichu le matériel dans le couvercle. N'importe quoi, faut que j'arrête de boire. Pourtant j'ai pas bu, hein. J'ai juste bu mon chocolat au petit déjeuner. Voilà, donc la boîte d'initiation, donc celle-ci est à 35 euros. C'est franchement, si vous pouvez la trouver, 35 euros, c'est presque donné quoi, pour tout le matériel qui est là-dedans qui vous permettra de jouer pendant bien une année de jeu, quoi, possible, avec ça. Bon, alors après, je sais pas s'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir, on va dire, faire évoluer les personnages sur une si longue période de temps. Il y aura peut-être nécessité quand même de. C'est vrai que j'ai pas vérifié s'il y a, on va dire, les détails d'avancement de carrière qui sont proposés sur les feuilles de personnages. Je crois que oui. Je vais vérifier ça. J'avais pas regardé. Voilà, il y a tout qui est décrit, les compétences, etc., etc. L'explication de la feuille, elle est vraiment complète. Non, il n'y a pas l'évolution, on va dire, des personnages, donc ça va être un peu compliqué. Ils vont pouvoir juste jouer, on va dire, la carrière en cours, et après, bah, il y aura quand même nécessité d'avoir le livre de base si vous voulez développer les scénarios plus loin que. Bon, ça c'est un peu dommage, c'est peut-être le seul truc. Mais bon, voilà, si après vous voulez vous y mettre, de toute façon vous aurez besoin du livre de base, qui est de toute façon, j'espère, bien mieux dans sa nouvelle version, retraduite, recorrigée, en version collector, possiblement. Voilà, et après, eh ben, je vais vous présenter les pavasses, c'est-à-dire les rééditions en version collector. Voilà, c'est un objet d'art, hein, de près ou de loin, de la campagne de l'ennemi intérieur. Donc la première s'appelle évidemment l'ennemi Enemy in Shadows. Elle est présentée à chaque fois, chaque tome de la campagne, le livret scénario et le compagnon qui va avec, qui décrit évidemment le contexte. Voilà. Les aides de jeu sont proposées dans une pochette comme ceci, extrêmement sobre. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. C'est un peu compliqué. Voilà. Avec donc dedans les aides de jeu. Voilà. Il faut que je fasse vachement gaffe parce que ça a l'air d'être particulièrement fragile. Donc vous avez évidemment ça qui est mis dans un magnifique coffret. Donc, comme je vous dis, là, normalement, celui-ci, le premier, devrait être disponible à l'heure où je fais cette vidéo, ou dans pas longtemps disponible.
Voilà, et donc les versions évidemment collector, il va y avoir aussi une version normale avec des couvertures spéciales. Donc voilà, vous voyez, moi je trouve ça très très beau. Donc la campagne en question, elle est là, donc le premier tome, qui reprend donc les grands, les grands principes. Donc vous avez l'ennemi intérieur, donc qui doit correspondre à l'aventure Erreur d'identité, et les ombres sur Bogenhafen, avec donc également un guide sur Bogenhafen dedans. Donc pareil, très très bonne qualité, hein, voilà, tout couleur. Bon, il y a quand même des illustrations en noir et blanc, mais le livre est pourtant en couleur. Mais l'illustration des PNJ en noir et blanc est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai l'impression que le début est un petit peu... ah si, c'est ça. Mistaken Identity, donc erreur d'identité. Donc on reprend vraiment la chose. Bon, ça a été revu, réécrit, recorrigé. Voilà, les Shadows over Bokenhofen. Rien qu'avec cette première mouture-là, vous avez des mois de jeu. Hein. Techniquement, le temps de faire le premier tome, si vous faites une séance par semaine, vous en avez déjà pour pas mal de temps. Donc là, la campagne, plus donc le compagnon qui va avec, où donc là, vous allez voilà, avoir par exemple des plans, hein, déjà, le plan du navire, justement, de la fameuse barge que les personnes vont que les PJ vont déjà rencontrer, un peu des illustrations qui sont vraiment à tomber par terre. Voilà, avec des détails évidemment sur plein de petites choses de la vie quotidienne. Voilà, donc en particulier la description là-dedans des patrouilleurs routiers. Comment elle s'appelle déjà? C'est la patrouille, c'est les patrouilleurs, hein, tout simplement, je crois, en VO, en VF. Donc plein de détails en fait pour enrichir votre campagne, des personnages pré-tirés évidemment à la fin aussi. Voilà, vous avez des personnages pour commencer la campagne directement. Voilà, il y a tout clé en main en fait. Si vous achetez le livre de base et ça, bon, ça fait déjà quand même un petit truc. Voilà, vous devrez quand même mettre un peu la main à la poche, si je puis dire, pour rentrer dedans. Mais je pense que rien qu'en achetant le livre de base, l'écran plus le premier tome, en version pas forcément collector, hein, vous devriez pouvoir vous en sortir. Alors j'ai l'impression aussi qu'il y a des scénarios, qu'il y a également des scénarios dans le livre compagnon. Alors est-ce que je me suis pas trompé et qu'en fait ça c'est le livre parce que normalement ça en théorie c'est le compagnon. Ouais, non, si, c'est vraiment ça. J'avais vraiment l'impression, en regardant, qu'il y avait également des scénarios qui étaient proposés. En fait, non, c'est la description de plein de PNJ, de plein d'éléments de contexte. Voilà, oui, c'est vraiment la description des éléments de contexte de l'arrière-plan de la campagne. Voilà, oui, c'est des descriptions des groupes, en fait, qui interviennent dans le scénario. J'ai eu un doute à un moment parce qu'à regarder, comme c'est vraiment séparé, qu'il y a vraiment partie scénario, partie technique et BG en profondeur, on pouvait s'y méprendre. Voilà, donc un premier supplément extrêmement, extrêmement bien fichu qui remet vraiment bien à l'honneur cette fabuleuse campagne qui est la campagne de l'ennemi intérieur, ou la campagne impériale comme on l'appelle aussi. Et donc pour l'instant le deuxième tome est sorti. Alors le troisième je l'ai vu passer, donc je sais qu'il est déjà sorti aussi, donc le tome sur le pouvoir derrière le trône, et un supplément justement sur Middenheim en plus. Donc moi j'attends ma V3, mais pour l'instant, enfin mon volume 3, parce que là c'est le volume 2, donc pareil avec un coffret magnifique. Et donc vous avez de la même manière voilà, des couvertures alternatives qui sont vraiment prodigieuses, avec des tranches évidemment en rapport au niveau couleur. Donc elles étaient argentées, là elles sont couleur sang, avec des... Voilà, et donc Verena, la déesse de la justice. Donc là, on a la reprise de la campagne, enfin de cette partie de la campagne, Mort sur le Reich, où donc les joueurs vont faire
une petite virée sur le Reich comment dire, en navire fluvial et vont vivre des aventures et déjouer des complots ourdis par de vilaines personnes. Donc je ne dirai pas trop, pas beaucoup plus. Donc on a toujours la partie scénario et le compagnon qui décrit évidemment les groupes qui sont derrière tout cela, plus les PNJ, tout le contexte politique, intrigue, voilà, et la description des groupes. Et là, visiblement, il y a aussi voilà, un chapitre sur les herbes. Donc il y a aussi des aides de jeu avec de très belles illustrations sur les différentes herbes qu'on peut acquérir voilà, des règles sur la navigation avec des plans de navires fluviaux. Non, c'est franchement, c'est très très complet, très très beau. Voilà la patrouille, comment dire, fluviale, impériale également, qui est décrite avec donc des exemples de PNJ. Voilà le service de sémaphore de l'Empire, donc qui est voilà, un système de communication par sémaphore. Et donc justement en pub, vous avez donc Soulbound, puisqu'ils ont sorti depuis le jeu de rôle de Warhammer dans l'univers d'Age of Sigmar, que moi je n'ai pas du tout ça m'a pas intéressé du tout, donc j'en parlerai pas, parce que bon, Age of Sigmar c'est un sujet de controverse énorme par rapport aux fans de Warhammer, dont je suis. Moi j'ai pas du tout accroché, comment dire, à l'univers de jeu qu'ils ont développé. Et en plus ils ont saboté complètement Warhammer Battle, et ça j'ai trouvé ça affligeant à plus d'un titre, même si le système de jeu est resté intéressant et les figurines restent jolies, mais j'adhère pas du tout au BG. Ils avaient tellement fait un BG intéressant, profond, humain, on va dire, et avec des thématiques fortes, ils ont transformé ça vraiment en quelque chose qui est tout le contraire en fait, et c'est un peu dommage. Donc, le pouvoir derrière le trône, donc ça c'est la version normale. Et donc moi, le volume 3 il devrait arriver bientôt. Par contre, le porte-monnaie il va pas apprécier quand ça va sortir. Aïe. Parce qu'à chaque fois c'est quand même voilà, avec les aides de jeu toujours dans le coffret. Enfin, dans une magnifique. Dans une enveloppe. J'en perds mes mots, c'est terrible. Voilà. Donc, et le dernière chose que j'avais réussi à choper, donc puisque j'ai pas acheté Rough Night and Hard Days, ou l'inverse, je sais plus. C'est ce supplément-là que j'avais pas entendu du tout parler, donc les archives de l'Empire volume 1, où donc là en fait on a la description d'une cité naine, donc de Karaz à Asgaraz, des détails donc sur les nains dans l'Empire, les halflings, un guide du Moot, justement, dans un petit supplément comme ça, voilà, et des détails également sur la Lorelorn, donc toujours avec son lot de cartes extrêmement détaillées, très très belles. Voilà, et donc supplément de contexte exclusivement. Et c'est clair que là, je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps celui-là. Pourtant, il est sorti il y a déjà quelques mois, parce que j'étais vraiment passé en dessous. Hein. Et je pense que voilà, il y a matière à faire. Je ne sais pas s'ils vont les traduire en français, je pense que oui. Mais bon, ils ont déjà tellement de taf qu'on ne va pas leur en rajouter. Que voilà. Un supplément en tout cas, que je pense. Voilà. Et puis le supplément justement de scénario dont je vous parlais. Donc Hard Days and Rough Nights. Je vous le conseille aussi, hein, parce que franchement, les scénarios de ce que j'en ai vu avaient l'air plutôt intéressants. Mais moi, généralement, dans Warhammer, c'est soit je joue on va dire vraiment la grosse campagne officielle, ou je fais moi-même mes scénarios. Hormis, évidemment, les scénarios que j'avais utilisés pour me mettre le pied à l'étrier, qui étaient parus donc, dans la crypte des secrets pour la 2e édition, que j'avais vraiment trouvé très intéressant. Et après, j'avais fait mes propres scénarios. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps à vous parler de tout cela. Je suis assez content de ne pas avoir pété le high score en termes de durée de vidéo. J'en suis assez satisfait. Voilà. Donc, eh ben, je ne pourrai que vous enjoindre évidemment à jouer, comment dire, à Warhammer. À commencer par cette 4e édition si ça vous a plu. Donc la boîte d'initiation ou le livre de base et on va dire le début de la campagne impériale si vraiment vous avez les fonds pour pouvoir le faire. Sinon rien qu'avec la boîte d'initiation, normalement vous avez de quoi faire pour pouvoir vous y mettre. Pas de problème. Mais bon, vous serez de toute façon amené plus tard à acheter quand même le livre de base. Et quand même, c'est incontournable. Franchement, jouer la campagne impériale, ça vaut largement le coup. Mais largement, largement, largement.
Je dirais jamais assez que cette campagne, voilà, elle est un mythe incontournable. Voilà, il y a des campagnes mythiques comme ça dont je parlais pour l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire les Macédoniens à la Totep, eh ben, pour Warhammer, la campagne de l'ennemi intérieur, c'est un incontournable aussi. Il faut l'avoir joué pour pouvoir dire je suis un véritable joueur de jeu de rôle. Je l'ai vécu, j'ai survécu, mon personnage n'est pas mort durant. Enfin, si, du moins il en a bavé des ronds de chapeau à jouer cette campagne. Je ne vous saurais trop que vous enjoindre, en tout cas, à vous plonger dans cet univers, qui est vraiment un univers d'une très très grande, je pense, sur des fonds classiques. Il a ses propres originalités, il a ses thématiques vraiment propres. On est plus proche donc d'un jeu sombre, d'un jeu médiéval fantastique, baroque, plus baroque, extrêmement sombre, extrêmement pessimiste, extrêmement horrifique, que moi en tout cas, qui permettent vraiment d'être un véritable, une véritable alternative en tout cas à Donjons et Dragons. Et je ne dirais trop que vraiment il a, on va dire, une très très grande qualité à ce niveau, même si connaître bien son univers, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui sont parues sur le sujet. Donc il faut vraiment se plonger dedans. Mais en y allant petit à petit, en glanant des informations ça et là, même on va dire dans les anciens suppléments pour Warhammer Battle, je pense que vous pouvez trouver également du matériel pas cher en achetant des vieux codex, pardon, des vieux livres d'armée, parce que codex c'est le terme pour Warhammer 40 000. En achetant des vieux livres d'armée, vous pouvez avoir vraiment des choses intéressantes, hein. Par exemple, voilà, les informations sur la Sylvanie, vous pouvez les avoir très très bien en achetant un vieux livre d'armée sur les contes vampires, qui vous donnera tout autant satisfaction. Voilà, il y avait possibilité aussi d'avoir des infos. Moi j'avais fait une compile, hein, de toute façon de tous ces articles dans les livres d'armée. Je les avais photocopiés. Et j'en avais fait vraiment une grosse pochette pour avoir toutes les infos dont j'avais besoin pour jouer déjà à la deuxième édition et ensuite à la troisième. Ce qui faisait défaut à la troisième, c'est vrai que j'avais oublié de le dire, c'est qu'au niveau du contexte, il est décrit, mais il est décrit trop succinctement et il est trop, on va dire, réparti entre les différents suppléments, ce qui fait que c'est dur d'avoir une vision d'ensemble. Il n'y a pas un supplément qui décrit vraiment tout de manière, on va dire, synthétique et complète dans la troisième édition, ce qui n'était pas le cas dans la deuxième édition, où là on avait vraiment des suppléments qui allaient au fond des choses. Et dans la troisième, voilà, on commence à voir déjà une bonne campagne avec la campagne impériale, un contexte qui pour l'instant, on va dire, est décrit petit à petit pour pas trop noyer les gens. Donc à partir de la boîte de base, le livre de la boîte d'initiation, le livre de base, le contexte de toute façon il est décrit dans la campagne également, et donc dans ce genre de supplément, donc les archives de l'Empire, qui vous donne, on va dire, un bon éclairage sur un univers extrêmement riche qui, je pense, vous ravira et changera vos habitudes. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour cela. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres, on va dire, revues de gamme. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces en l'air si vous avez apprécié, même si c'était un petit peu décousu, un petit peu compliqué de vous parler de cette gamme, surtout de la troisième édition, parce que c'est tellement le bazar que la présentation, elle aussi était un gros bazar. Du moins j'ai l'impression. On me dirait ça. Et donc voilà, ne manquez pas les prochaines vidéos sur la chaîne, vous verrez ça la semaine prochaine, ou peut-être il y aura des vidéos surprises qui apparaîtront si j'ai l'occasion de pouvoir en tourner d'autres, on verra. Et surtout, n'oubliez pas, jouez bien, transmettez la flamme, faites du jeu de rôle, amusez-vous, c'est le principal. Et là, avec Warhammer, je pense que vous en avez largement l'occasion. Donc si vous en avez vraiment la possibilité, foncez. C'était Magna Magister pour donc la revue de la gamme Warhammer. A bientôt.